Si toute production artistique procède de la volonté de son auteur d'exploiter une idée ou de transmettre un message profond et universel à un large public, encore faut-il que ce même auteur soit capable de lui donner une forme suffisamment cohérente pour que le public comprenne, mais aussi qui soit assez élégante pour que le public puisse prendre plaisir à la comprendre. Or aujourd'hui, je suis très attristé de devoir le dire, mais je viens de trouver l'illustration parfaite d'une production cinématographique qui échoue lamentablement sur ces 2 points. Je dis que ça me rend triste parce qu'après le visionnage ô combien pénible des épisodes 1 et 2 de Knight of the Seven Kingdoms, les épisodes 3 et 4 avaient miraculeusement renversé mon a priori sur la série, au point où j'attendais avec impatience la sortie des épisodes 5 et 6. Dans cet épisode 5, nous arrivons au moment tant attendu, la bagarre. Pour la scène d'introduction de cet épisode, je n'ai rien à redire. La série n'oublie pas que Dunk et le jeune Stefan sont encore des novices dans le domaine des joutes aussi. Assez logiquement, ils vomissent en anticipant l'épreuve qui les attend. Ce qui, en plus de servir le récit, est tout à fait réaliste. Ça n'a rien d'impossible de vomir à cause du stress, de l'anxiété. Pour Baylor, lui, il assume l'avantage qu'il a sur les autres participants en révélant que les gardes royaux ont prêté serment de ne jamais lever la main sur un membre de la famille royale et qu'il compte en tirer profit pour permettre au camp de Dunk de gagner, ce qui montre encore sa probité, puisqu'il a un avantage, il sait qu'il l'a et il l'annonce à tout le monde, il ne s'en cache pas. Lionel, de son côté, lui, il persiste dans son rôle de personnage le moins intéressant de la série, en continuant à être une sorte de bouffon du roi perpétuel, incapable de faire preuve de sérieux. Du côté des bons points, ceux qui ont fait la série, ils utilisent le jeu d'acteur d'Egg et de Dunk pour réutiliser la menace qu'avait proférée Dunk envers Egg, et qu'ici au début de la série pouvait laisser planer un doute sur le sérieux de la menace, dorénavant dans l'épisode 5, avec le contexte que l'on a, elle sert paradoxalement à montrer que, même en sortant une phrase aussi menaçante, ils se connaissent suffisamment pour que la menace devienne un témoignage d'amitié. J'ai beaucoup aimé l'idée de vraiment donner le point de vue de Dunk en mettant une caméra dans son home. Ça permet de bien retranscrire à quel point sa situation doit être stressante, non seulement sa vision, sa respiration, ses mouvements aussi sont limités par son équipement, mais en plus il doit gérer un adversaire qui lui fonce dessus et vers lequel il doit foncer. Historiquement, dans les joutes, les lances, elles étaient pas censées se terminer par un pieu capable d'embrocher une baleine. En plus de ça, les boucliers, ce n'étaient pas des planches à fromage. Depuis quand on peut éclater un bouclier aussi facilement ? Non, c'est vraiment dommage. C'est vraiment triste de ruiner l'immersion avec du sensationnalisme hollywoodien à bas prix. Ah, je comprends bien qu'ils ont fait ça parce qu'ils veulent rendre tout plus dangereux, plus impressionnant que ça ne pouvait l'être réellement. Mais bon, pour le public amateur d'histoire ou de cohérence globale, ça ruine gravement l'immersion. Sans parler du fait que, vu le degré avancé d'enfoncement de la lance et de son diamètre, voir Dunk parvenir à continuer à se battre, malgré ça, c'est quand même un brin difficile à avaler. Puis forcément, il fallait parachever le tout avec Dunk, qui se fait exploser la tronche à coups de masse d'armes en pleine fif, le tout servant d'excuse pour un flashback. Je suis vraiment pas sûr de ce choix de totalement faire retomber la pression dans un moment aussi crucial. Cet artifice scénaristique nous permet donc de retrouver Dunk et une va-nu-pied qui écume les champs de bataille comme des charognards pour se nourrir. Or, visiblement, la fille, elle est encore plus stupide que Dunk, puisqu'elle s'imagine que 2 gamins peuvent bouger un cheval mort, ou que voler un type armé et corrompu, c'est une bonne idée. Côté lore, on a une référence à Démon Feu Noir ou Blackfire de la Maison Targaryen, qui, attention, ne doit pas être confondu avec le démon de la série House of the Dragon. Or, ne pas les confondre, c'est important, puisque Daemon Blackfire a vécu une querelle de succession similaire à celle de Rhaenyra, et il donnera son nom à des factions qui suivront. Bon, c'est assez cocasse de se dire que là encore, c'est un quiproquo qui a déclenché la querelle de succession, à croire que Martin a un faible pour ce ressort scénaristique. Sinon, pour en revenir à Rafe et Dunk, ils marchent plutôt bien, le duo est nuancé, ils ont une relation réaliste,
c'est-à-dire pleine de compromis, de petites rancœurs, d'incompréhensions, d'objectifs irréconciliables. Or là, voilà, c'est plutôt sans surprise, puisque c'est un domaine dans lequel George R.R. Martin excelle. C'est ce qui a fait le succès de la plupart de ses bouquins. C'est toutefois un brin dommage que Rafe soit tellement chiante qu'on en finit presque par trouver normal, voire satisfaisant qu'elle se fasse égorger par le manchot. This ale tastes as sour as the Queen's own brew. Mais ta gueule! Calmez-vous, la team premier degré, je caricature. Bon, cependant, le choix scénaristique du flashback finit par se justifier puisque l'on comprend enfin comment Sir Harlan et Dunk se sont rencontrés, mais en plus, on saisit également pourquoi Dunk lui vouait une telle admiration malgré tous les défauts très visibles de son maître. Bon, en plus, la peine et l'attachement que l'on éprouve pour Dunk s'en trouvent augmentés en voyant toutes les épreuves par lesquelles il a dû passer. Toutefois, les producteurs de la série auraient pu un tantinet écourter la séquence où Harlan bugle complètement bourré pendant qu'il est suivi par Dunk à distance. C'était long pour rien. Finalement, Harlan et Dunk n'auront pas échangé un mot, leur rencontre, ce n'est pas pour tout de suite, ce sera sûrement à l'épisode final, puisque l'on revient enfin à la joute. Et là, c'est la catastrophe absolue, c'est l'apocalypse totale pour la série de mon point de vue. Oh, le stéréotype du héros totalement dominé au point il aurait dû mourir 3 fois de suite de ses blessures et qui revient d'entre les morts sans la moindre ruse intelligente, sans pouvoir particulier, juste parce que le scénario veut le faire gagner. C'est d'un médiocre, c'est d'un révoltant. Rien que ça suffit à faire redescendre de 4 étages mon estime pour la série. On est à des années-lumière de Ned Stark et Jaime Lannister qui s'affrontaient et dont on comprenait bien pourquoi Jaime était très frustré de se voir voler la gloire de vaincre Ned en combat singulier par un garde zélé qui l'a frappé par derrière, puisque Jaime aurait voulu plus que tout pouvoir redorer son blason après la trahison de son serment de la garde royale avec l'assassinat du roi fou. Et Ned, lui, tentait d'améliorer la situation pour sa famille tout en faisant ce qui était juste. Alors qu'ici, l'affrontement d'Aerion et de Dunk fait bien pâle figure à côté, étant donné que Dunk se fait rétamer si brutalement que même s'il avait les pouvoirs de régénération de Wolverine, on se serait dit c'est abusé qu'il puisse s'en tirer indemne. Ah, ils auraient quand même pu faire de Dunk autre chose qu'un énorme flanc sans talent pour l'escrime ou la lance, ne devant sa survie qu'au scénario exagérément généreux, avec les conséquences d'être percé à plusieurs reprises par des dizaines de centimètres d'acier. Oh, le voir gesticuler comme une tortue renversée, ça m'a donné envie de voir Aerion gagner. C'est tout de même triste de voir que la malédiction Game of Thrones perdure et qu'à chaque fois que cette franchise arrive au point culminant, elle se défecte dans les chausses et repart la queue entre les jambes, retrouver l'océan de produits cinématographiques au potentiel irrémédiablement gâché. Le tout alors qu'elle avait tous les ingrédients pour rentrer dans la catégorie des chefs-d'œuvre. J'ai de la peine en le disant, mais l'univers de Goth, on croirait voir la carrière de Gervonta Davis. L'histoire d'un potentiel exceptionnel, éternellement gaspillé, car incapable de répondre présent au moment où ça compte le plus. Ah et oui, petit détail. Oh, bordel, mais les épées à 2 mains, ce n'est pas des armes de jet. Non seulement ça a 0 chance de faire des dégâts à l'adversaire, vu que c'est très mal équilibré, que c'est très lourd, mais en plus, cet idiot d'Aerion, il lance son épée sur quelqu'un qui a une armure, histoire d'être sûr que ce soit complètement con. Il fait pas de dégâts, et il se désarme tout seul. Si vous voulez, dans le réel, c'est un 0 sur 20. Dans le réel, vous faites un truc comme ça, l'autre, ça lui a fait absolument rien, mais en plus, vous n'avez plus d'armes pour vous défendre, et vous vous faites buter comme un espèce de sombre crétin. Oh, mais c'est pas possible, hein. Ensuite, vous avez Dunk qui enlève son casque. Franchement, c'est le bingo de tout ce qu'il faut pas faire dans un affrontement entre chevaliers. Les Sardanapales qui vont chorégraphier cette horreur, ils prouvent leur complète méconnaissance du sujet des affrontements à l'épée dans cette scène à vomir. Ah, pour couronner le tout, il finit logiquement par tomber raide mort, Dunk. Mais comme Aerion a le QI d'une chaise, il ne l'achève pas. Et dans une scène si cliché que j'en ai fait une crise de diabète, Dunk se relève grâce à son sensei qui lui apparaît en songe.
Oh non mais franchement, mais il n'y a que les fans possédés par leur adoration de la franchise pour trouver ça bien. Même Zeus dans God of War 3, il lui en faut moins que ça pour mourir. Là on était quand même dans du niveau Jean-Claude Van Damme qui se fait rétamer et qui voit son maître en son jeu apparaître et qui d'un coup arrive à vaincre son adversaire. C'était vraiment ce niveau-là. Ah, et Baylor meurt troué comme une vieille chaussette, histoire de pouvoir caser une scène gratuitement gore et choquante dans l'épisode. Alors que c'était possible de le faire mourir, ok, je veux bien qu'on le fasse mourir Baylor. Mais est-ce qu'on pouvait pas quand même donner un peu plus de sens à l'histoire en le faisant mourir? Pourquoi il fallait qu'il meure comme ça, un peu de nulle part Surtout que ce qui rend la scène encore plus difficile à avaler, c'est que Dunk de son côté, mais il s'est fait exploser dans tous les sens. Et il est encore là, et c'est comme si de rien n'était. Enfin bon, moi, j'ai même pas envie de passer beaucoup de temps sur cet épisode. Il m'a dégoûté. Et je pense que je ferai quand même le dernier, mais avec une grande tristesse. J'aurais du mal à être optimiste pour ce dernier épisode. En tout cas, c'est dommage. Mais pour moi, tout ça fait que la série ne pourra jamais arriver à une note impressionnante dans mon esprit. Ce sera toujours la série pleine d'occasions manquées pour moi. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.